Mais quand on fait de la géopolitique, on ne pense pas à Emmanuel Macron. Vous voyez, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous dites... Parce que la France n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Mais la... la France, dans tout ça, ne joue aucun rôle. Les Russes n'ont pas les moyens démographiques et militaires et le savent d'un quelconque affrontement avec les Occidentaux. Je pense que la grande erreur dans les analyses qu'on fait actuellement des États-Unis, c'est de rester dans l'opposition. Bienvenue sur Instant T. Si tu veux voir la politique autrement, abonne-toi dès maintenant. Tu vas adorer ce qu'on décrypte aujourd'hui. Ce que vous allez entendre n'a jamais été dit aussi directement à la télévision française. Emmanuel Todd brise le silence médiatique et expose une vérité brutale sur l'Occident. Guerre, propagande, déclin. Ce qu'il révèle pourrait bouleverser vos certitudes. Cette interview a fait trembler les diplomates. Pourtant, personne n'en parle. Voici pourquoi cette intervention pourrait marquer un tournant. Mais qui est Emmanuel Todd? Emmanuel Todd, c'est l'intellectuel que les politiques écoutent en silence, un démographe qui avait prédit l'effondrement de l'URSS à une époque où personne n'osait l'imaginer. Un analyste, un provocateur, un esprit libre. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas seulement une guerre militaire que l'Occident mène. C'est une guerre culturelle, idéologique, presque existentielle. Et selon lui, nous sommes en train de la perdre. Aujourd'hui, il parle d'un autre effondrement, plus subtil, plus lent, celui de la pensée stratégique de l'Occident. Et pour lui, ce n'est plus un pronostic, c'est une réalité. Emmanuel Todd est mon invité. La défaite de l'Occident est publiée chez Gallimard. Emmanuel Todd, c'est votre dernier livre. Quand vous dites la défaite de l'Occident, évidemment, on parle de l'Ukraine en particulier. Vous dites, au fond, ça y est, l'OTAN a perdu, au fond, cette guerre face à la Russie. Oui, c'est-à-dire que quand j'écrivais le livre, c'était pas clair pour tout le monde. Mais maintenant, je crois que les gens du Pentagone seraient assez d'accord avec moi. Cette idée de défaite, je dirais que c'est une défaite de l'Occident sans être une victoire de la Russie. C'est une défaite parce que les Américains sont tombés dans le piège tendu par le nationalisme ukrainien. Ils l'ont soutenu, ils l'ont nourri, ils l'ont fait apparaître d'une certaine manière, mais sans se rendre compte, par incompétence, de ce qu'ils n'avaient pas les moyens industriels, en termes d'industrie militaire, de soutenir une guerre de longue durée contre la Russie. Oui. Parce que l'Occident, que j'analyse surtout, qui est au cœur de l'analyse, est devenu un monde d'illusions économiques, dans lequel le produit intérieur brut ne représente plus rien de sérieux, etc. Donc il y a une sorte d'illusion de l'Occident sur lui-même, qui s'est trouvé embringué dans une guerre avec la Russie, qui n'était pas non plus ce qu'on pensait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur la Russie qui a complètement aveuglé l'Occident à ses possibilités. Russophobe, vous dites au fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, anti-russe. C'est-à-dire, je suis sans arrêt confronté à des gens qui refusent de me voir comme un historien qui travaille sérieusement, qui essaye d'établir des séquences de longue durée dans l'histoire, de faire remonter la crise de l'Occident, des choses, et qui me traitent de poutinophile ou des choses comme ça, et qui ne se rendent pas compte, alors là c'est sûr que eux sont poutinophobes, mais qui ne se rendent pas compte eux-mêmes que si on n'essaye pas de comprendre l'adversaire, c'est-à-dire de comprendre à qui on fait face, comment il est arrivé là, quel est son pays, quel est le dynamisme de l'économie adverse, on se désarme. Oui. Vous voyez, donc il y a vraiment, voilà, pour moi, il y a vraiment un enjeu intellectuel autant que politique. C'est que si je milite pour quelque chose, c'est pour qu'on commence d'être enfin sérieux après 2 ans de guerre que l'Occident est en train de perdre dans les plaines d'Ukraine, qu'on commence sérieusement à réfléchir à ce qui se passe, à qui nous sommes et à qui est en face de nous. En fait, moi, j'adorerais que mon livre soit lu pas simplement par des gens qui trouvent que je suis sympa ou que je pense de travers ou que je suis un provocateur, mais par des gens, des décideurs qui essaient de faire face à un adversaire, par nos gouvernants, par mes opposants, en fait. Oui, mais là, le magazine Bild a publié des notes confidentielles de l'armée allemande disant qu'il y a une possible guerre mondiale en 2025
deuxième moitié de 2025 oui, serait entraîné par la mobilisation des forces russes en Ukraine, la défaite, après la victoire de Donald Trump, finalement la défaite de l'Ukraine, et qu'après il va y avoir un enchaînement dans les pays baltes. Non, si on lit mon livre, qui est en fait un livre rempli d'informations qui permettent de comprendre les objectifs des Russes, on se rend compte que les Russes n'ont pas les moyens démographiques et militaires et le savent d'un quelconque affrontement avec les Occidentaux. En fait, la signification profonde de cet article du Bild, je dirais que c'est vraiment une réaction de contre-information, parce que la menace qui se profile, en fait, actuellement, avec la défaite de l'OTAN, c'est son issue, sa conséquence inévitable, qui est un rapprochement entre la Russie et l'Allemagne. L'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'un des grands objectifs de la politique américaine et donc de l'OTAN, avant cette guerre, était d'empêcher le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Une Allemagne qui désormais dominait l'Europe et une Russie qui remontait, je veux dire, en équilibre économique. Et ça, c'était la grande terreur. Et c'est pour ça que les Américains, ainsi que l'a montré l'enquête de Seymour Hersh, ont fait exploser les gazoducs Nord Stream, etc. Donc cet article était typiquement un contre-feu à ce genre de crainte. Vous dites, je vous entends, vous dites, Emmanuel Todd, ce sont les Américains qui sont à l'origine de cette guerre. Au fond, c'est ça que vous dites. D'ailleurs, vous accusez les Américains d'être aujourd'hui dans le culte de la violence. Non, c'est-à-dire que je fais une analyse, c'est le cœur du livre quand même. Il y a des analyses très détaillées de l'évolution de la Russie, sa stabilisation, de l'implosion et de la division de la société ukrainienne. Mais le cœur du livre est vraiment l'apparition aux États-Unis, dans le monde anglo-américain en général, d'une forme de nihilisme, un processus de pulvérisation intérieure que j'associe à ce phénomène très important qu'est la disparition de toute trace de l'empreinte religieuse protestante. Le protestantisme, en fait, l'analyse du protestantisme qu'on connaît mal en France est vraiment au cœur du livre, c'est-à-dire l'Occident, dans l'esprit du grand sociologue allemand Max Weber, qui écrivait avant la guerre de 14, l'Occident, c'était les pays protestants, et l'ascension de l'Occident, c'était l'ascension due au protestantisme qui alphabétisait les populations, qui encourageait une éthique du travail, une moralité très contraignante, pas simplement individuelle mais sociale. Et dans le livre, je montre comment, par étapes, on est passé d'un protestantisme actif à un protestantisme, je dirais, zombie, c'est-à-dire dans lequel la religion, la croyance n'est plus vraiment là, mais où les gens se comportent toujours selon les règles de la moralité religieuse traditionnelle. Et puis maintenant, depuis les années 2000, un protestantisme zéro, c'est-à-dire un état de non-existence. Et si vous faites cette hypothèse qui est démontrée par des faits dans le livre, d'un protestantisme zéro, vous comprenez tout ce qui nous choque et nous fait peur en Amérique. Vous comprenez les tueries de masse, vous comprenez le phénomène Trump, dont les gens parlent ces jours-ci d'une façon complètement absurde. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui est absurde pour vous dans ce qu'on dit de Trump aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on associe sa montée à l'évangélisme, à du protestantisme. Alors d'abord, l'évangélisme n'est pas du vrai protestantisme, c'était très bien analysé aux États-Unis, c'est une hérésie par rapport au protestantisme. Et en plus, même l'évangélisme est en régression. Mais je pense que la grande erreur dans les analyses qu'on fait actuellement des États-Unis, c'est de rester dans l'opposition Biden-Trump, républicain-démocrate. En fait, je pense que si on veut se mettre à l'abri de ce qui monte aux États-Unis, ce que j'appelle nihilisme, qui succède au protestantisme, il faut comprendre que démocrates et républicains, maintenant, sont les deux faces d'une même réalité, d'un même déclin de moralité. Les plus agressifs en termes théoriques, impériaux, etc., ce sont les démocrates. Mais c'est Trump qui a armé l'Ukraine, en fait, qui lui a donné les missiles Javelin, qui lui ont permis de tenir face à l'invasion russe. Je pense il serait bon
dans une perspective analytique correcte, qu'on commence de percevoir les États-Unis non pas comme un système où il n'y a pas d'alternance politique, mais où l'alternance politique devient quand même tout à fait secondaire par rapport à l'état de dégradation interne de la société. La mortalité, elle augmente pour les populations blanches, indépendamment du parti qui est au pouvoir, par exemple. L'incapacité à construire des missiles pour soutenir l'Ukraine et l'effort de guerre ukrainien, ça existe indépendamment des débats au Congrès. Donc, vous voyez, si on dit les républicains font du chantage sur les démocrates pour voter les crédits sur l'Ukraine, mais la vérité c'est que produire du dollar, ça ne produira pas des missiles. Donc vous dites au fond, si Trump gagne, ça ne va rien changer pour l'Ukraine, non. Contrairement à ce que l'on dit, puisqu'on se dit qu'il on se paye de mots. Et surtout, si on est dans une logique, je dirais, géopolitique un peu froide, qui se méfie des émotions, on se rend compte, et si on lit les textes russes surtout, si on accepte de lire les textes de l'adversaire, on se rend compte que les Russes ont parfaitement compris. Les Russes, ça ne les intéresse pas de savoir si Biden ou si Trump va gagner. Ce qui les intéresse, c'est l'état de dégradation des industries militaires américaines. Ce qui les intéresse, c'est leur faiblesse démographique qui indique que dans 3, 4, 5 ans, le recrutement militaire sera de plus en plus difficile pour eux. Et ça veut dire que si vous avez ces deux éléments en main, vous pouvez dire que les Russes ne pensent pas aux élections américaines, ils pensent qu'ils doivent gagner la guerre dans les 5 ans et refuser toute négociation. Mais vous dites que les Russes vont la gagner ou l'ont gagné déjà cette guerre, mais vous dites aussi que l'Ukraine n'était pas un État-nation. Au fond, vous faites porter un peu la responsabilité de ce qui s'est passé sur l'Ukraine. Vous dites le Donbass aurait pu être donné aux Russes si l'Ukraine avait été un véritable État-nation. Voilà, alors comment dire, d'abord un historien ne distribue pas des bons points et des mauvais points, ne parle pas en termes de responsabilité. J'essaye, moi c'est l'un des chapitres dont je suis le plus content dans le livre, c'est celui sur l'Ukraine, parce que j'ai vraiment essayé de comprendre, donc j'ai vraiment vu je suis anthropologue aussi, spécialiste de structure familiale, donc j'ai réussi à démontrer, à retrouver les données qui montrent que les structures familiales de l'Ukraine centrale et occidentale sont effectivement différentes des structures familiales communautaires des Russes, beaucoup plus individualistes, beaucoup plus, je dirais, occidentales en un sens. Mais je montre aussi qu'il existe une Ukraine russe, qu'il existait une Ukraine russe, la Crimée et le Donbass, et une Ukraine russophone dont les structures familiales étaient différentes. Donc il y aurait pu y avoir une... Et en fait, ce que je montre, c'est que la moitié de, je dirais, ou cette très grande, ce qu'on appelait autrefois la Nouvelle-Russie, sur le bord de la mer Noire, cette Ukraine vraiment ukrainienne, mais russophone, je montre dans le livre comment elle a été un peu par accident neutralisée parce qu'elle a perdu ses classes moyennes. C'est-à-dire que les classes moyennes russophones... Quand il affirme que l'OTAN pousse à l'affrontement ou que le récit démocratique masque une logique impériale, ce n'est pas de la provocation, c'est un diagnostic. Et face à lui, personne ne répond, parce que Todd ne joue pas sur l'émotion. Il aligne les faits, il expose les failles. Il démonte une à une les certitudes que l'on croyait inébranlables. Pour lui, les tensions internationales, Ukraine, Russie, Proche-Orient, ne sont pas des crises séparées. Ce sont les symptômes d'un même phénomène. Un monde multipolaire qui émerge pendant que l'Occident s'accroche à un récit qui ne fonctionne plus. Une vision du monde fatigué qui refuse de voir que son monopole idéologique est en train de lui échapper. Mais ce qui frappe le plus dans cette interview, c'est le contraste. Face à l'ampleur de ses propos, Todd reste calme. Presque posé, il ne cherche pas à convaincre, il constate. Et ce calme-là, ce ton lucide, froid, structuré, est peut-être ce qui fait le plus vaciller le plateau. Il accuse sans accuser, il met à nu sans chercher le scandale, et c'est justement pour cela qu'il est si difficile de lui répondre. En fait, confronté à un pays qui s'effondrait, l'Ukraine, alors que la Russie était une société qui redémarrait, ont émigré vers la Russie. Et du coup, la partie russophone et russophile de l'Ukraine s'est elle-même désarmée
par émigration, Oui. et ça a produit ce système déséquilibré qui nous paraît maintenant simplement juste ukrainien. Mais dans un contexte où tous les partis russophiles sont interdits, l'Ukraine Oui. n'est nullement une démocratie libérale. Je vous cite dans le livre, vous dites plus que le néonazisme de l'Ukraine occidentale, c'est la russophobie répandue dans l'ensemble de l'Ukraine avant l'invasion qui est le phénomène nouveau. Oui, mais c'est-à-dire que je pense que Vous parlez de néonazisme de l'Ukraine occidentale. Non, j'en parle pour minimiser la chose. Je sais que l'un des grands arguments contre l'Ukraine, dans le débat occidental, chez les russophiles, etc., c'est d'insister sur l'utilisation de la rhétorique nazie du groupe Bandera reprise par les Ukrainiens de l'Ouest. Et je dis que c'est tout à fait exagéré. Ça existe, mais c'est pour moi tout à fait exagéré. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le sentiment de vide qui est apparu dans l'Ukraine ukrainophone centrale, de famille nucléaire justement, et qui a, semble-t-il, qui n'est pas arrivé à se définir en tant que nation indépendamment de la culture russe et de la langue russe. C'est-à-dire, je dis très bien, c'est l'un des paradoxes les plus étonnants auxquels je suis arrivé, c'est que nous, on pense qu'en soutenant les Ukrainiens dans leur tentative de reconquête du Donbass et de la Crimée, on soutient une cause juste. Mais le Donbass et la Crimée sont pas simplement russophones, sont peuplés de Russes qui se pensent russes. On défend surtout l'Ukraine face à une agression russe. Non, mais l'agression russe est venue parce que les Russes attendaient une attaque au Donbass, en fait, et qu'il y avait ce projet de reconquête tout à fait bizarre des frontières de l'ancienne Union soviétique. Et ce que je suggère dans le livre, c'est une hypothèse. J'admets tout à fait que c'est difficilement démontrable. Si on veut être prudent, quelquefois, il faut produire des hypothèses non démontrables. Je dis que si la volonté ukrainienne de se séparer de la Russie avait été au niveau inconscient le plus profond, réel et sincère, il se serait débarrassé du Donbass et de la Crimée. Et ce que je dis, c'est un peu paradoxal, je l'admets, et peut-être difficile à accepter, mais rester en guerre avec la Russie pour l'éternité, puisque c'était ça le projet, puisqu'il n'était pas question de vaincre la Russie, c'était rester lié à la Russie. C'est ça qui était extrêmement bizarre. Oui, mais quand Emmanuel Macron, hier, dans sa conférence de presse, dit, je le cite, « Il n'est pas question que la Russie gagne. On ne peut pas... » Donc, il va se rendre le mois prochain en Ukraine, Emmanuel Macron, il veut à nouveau armer l'Ukraine. Non, alors d'abord, de toute façon, l'une des bizarreries de mon livre, c'est que, pour un lecteur français, c'est que la France y apparaît très peu. Et quand elle y apparaît, c'est plutôt en meilleure position que la Grande-Bretagne, qui est vraiment partie dans un délire. Pourquoi ? Parce que la France ne compte pas. Et la raison fondamentale pour laquelle la France n'est pas dans le livre, c'est que la France n'est pas un acteur géopolitique important dans cette guerre. Comme je dis, il y a l'Allemagne, qui contrôle toute l'Europe de l'Est maintenant, et le gros de l'Europe. Et puis il y a la Russie, et puis il y a la crise ukrainienne. Et puis il y a le bellicisme britannique, qui personnellement est un drame pour moi, qui suis un anglophile de naissance pratiquement, et que j'explique dans un chapitre complet par un état de dégradation incroyable de la société anglaise. Mais la France, dans tout ça, ne joue aucun rôle. Donc Emmanuel Macron ne pourra rien faire, c'est ça que vous dites, ça ne sert à rien. Il aille en Ukraine le mois prochain. Mais je veux dire, comment dire, non, ça sert à rien. Je suis presque gêné. Si autrefois, j'ai passé tellement de temps à dire de mal d'Emmanuel Macron que maintenant j'ai presque quelques scrupules. Mais du point de vue de la géopolitique... Vous avez changé d'avis sur Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Mais quand on fait de la géopolitique, on ne pense pas à Emmanuel Macron. Vous voyez, il n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'au fond, vous dites... Parce que la France n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et c'est la faute à Emmanuel Macron, ça ? Pas du tout. Pas du tout, mais je veux dire, j'ai pas de raison particulière de parler de la France, donc je n'ai pas de raison particulière de parler d'Emmanuel Macron, mais il n'y a aucune attitude critique là-dedans. Oui, mais derrière ça, si je reviens une petite seconde sur sa conférence de presse... Il aurait pu exister s'il avait compris quelle était la situation. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait pu exister s'il avait lu mon livre, puisqu'il n'était pas écrit.
Mais il aurait pu exister si la France avait eu une attitude indépendante et si elle n'était pas tombée dans le piège de cette guerre, si elle n'avait pas laissé se créer. Autrefois, l'Europe, c'était l'axe Paris-Berlin, il n'y a pas de problème. Mais cette guerre, ça a créé une Europe qui est dominée par un axe Londres, Varsovie, Kiev, dans lequel l'Allemagne, cible des États-Unis, et la France ont été complètement marginalisées. Et il n'a pas vu la manœuvre. Oui. Mais si vous me donnez si vous me demandez mon opinion personnelle sur les capacités géopolitiques d'Emmanuel Macron, je vous dirais que je les considère comme très faibles. Mais je n'ai pas non plus une opinion très élevée du Quai d'Orsay en France. Vous voyez ? Oui. Mais si on revient juste une seconde sur ce que disait Emmanuel Macron, mais là pour parler de la France, parce que finalement tout est lié. Vous parliez tout à l'heure de l'affaissement de l'Occident. Quand il dit il faut réarmer la France doit rester la France, on va mettre des uniformes à l'école, on va chanter la Marseillaise. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, une volonté? Non, je crois que l'important pour un historien qui fait son travail, j'ai déjà bien assez de mal à faire comprendre. C'est le débat absurde, que je ne suis pas poutinophobe. Vous voyez le lapsus, que je ne suis pas, merveilleux lapsus, j'espère qu'on me le comptera à mon crédit, que je ne suis pas poutinophile, mais que je suis un historien qui cherche des faits et qui cherche à faire son boulot sur un sujet fondamental qui est la guerre économique et militaire entre la Russie et les États-Unis. Ça me fait, mon bouquin est très systématique, donc je décris la stabilisation de la Russie, j'étudie l'ambiguïté et la complexité de l'attitude dans les anciennes démocraties populaires, j'étudie l'implosion de l'Europe et surtout la disparition de la volonté allemande d'exister en tant que puissance autonome, j'étudie l'implosion de la société anglaise, j'étudie les pays scandinaves, j'ai 3 chapitres complets sur la société américaine, je montre l'importance, je dirais, de la désintégration du protestantisme dans la longue durée politique et tout ça, mais si vous voulez, je vais pas, je veux dire, c'est déjà un boulot énorme, je vais pas en plus m'occuper de la France et de Macron, vous voyez, mais ça compte quand même. Non, je vais vous dire où elle est la France dans mon livre. La France, c'est moi. C'est-à-dire l'auteur est français. C'est tout. Donc, je dirais que ce livre est un élément de la culture française. Todd, vous qui êtes démographe, vous entendez parler d'une volonté de relance de la natalité en France. Oui, mais c'est pas. Vous entendez parler de tout ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va dans le mouvement général. Non, mais moi, j'ai passé 2 ans et demi de recherche à faire de la géopolitique. J'ai effectivement analysé certaines capacités ou incapacités françaises, et le résultat de ces recherches, c'est qu'on peut très bien faire de la géopolitique sans s'intéresser à ce que dit le gouvernement français. Alors, si le gouvernement français se mettait à dire autre chose et à dire, écoutez, cette guerre, on a un peu sous-estimé l'adversaire, Bruno Le Maire a été un peu hâtif à déclarer quelques jours après l'invasion que les sanctions allaient désintégrer l'économie russe. Peut-être qu'il serait temps de réfléchir à la réalité du potentiel russe, d'essayer de comprendre pourquoi le reste du monde, hors de l'Occident étroit, pas simplement la Chine, mais l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Iran, pourquoi tout le monde, en fait, implicitement, est du côté de la Russie, et peut-être que maintenant, la bonne attitude, si vous voulez me faire parler du gouvernement français, je peux faire des suggestions, mais je ne partirai pas de ce qu'a dit Macron parce qu'il n'y a rien dedans. Je dirais il serait bon que le gouvernement français commence à réfléchir à une façon de sortir de cette crise pacifiquement, en commençant à négocier avec les Russes, en accord avec l'Allemagne, d'aider l'Allemagne à se dégager des tentatives américaines de la détruire. Il y aurait 1000 choses à faire. Donc, mais honnêtement, le contraire de ce qu'elle fait. Donc, voilà, en résumé, vous dites la France se trompe sur toute la ligne. Elle se trompe sur toute la ligne, et en plus, ça n'a aucune importance, car ses capacités d'exportation d'armes sont très limitées. Mais j'en suis navré en tant que citoyen français. Mais là, je suis historien, je ne suis pas citoyen. Oui, mais alors, en étant les choses, parce que là, on parlait tout à l'heure de guerre mondiale, mais vous parlez du nihilisme américain, et vous ajoutez dans un chapitre la preuve par Gaza. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fond? C'est-à-dire que, vous regardez, vous êtes dans la situation d'un type
qui est replié dans sa chaumière bretonne et qui met le point final à un livre sur le conflit ukrainien. Oui. Et vous êtes confronté... Il est là, le bouquin. Voilà, et c'est très gentil. Vous allez nous parler de la conclusion du livre. Voilà, et vous êtes confronté aux événements de Gaza. De 7 octobre, donc, voilà. l'attaque terroriste. Et c'est juste impossible de ne pas regarder, de ne pas en parler. En plus, ça m'est personnellement pénible, parce que je suis d'origine juive, et bretonne, et anglaise. Mais, d'un autre côté, il n'était pas question pour moi, je veux dire, de partir sur le problème de Gaza, comme je ne partirais pas sur le problème de Macron. Donc, j'ai tiré quand même de ces événements les premières réactions américaines. Les premières réactions américaines aux événements de Gaza ont été conformes, si on peut dire, aux conclusions du livre. Les conclusions, ce post-script, il s'appelle le nihilisme américain, la preuve par Gaza. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les premières réactions américaines ont été pour envenimer le conflit. Envenimer le conflit. C'est-à-dire empêcher le passage à l'ONU des motions appelant à un cessez-le-feu. Envoyer des porte-avions, déclarer un soutien inconditionnel à Israël, donner à Israël le sentiment que tout était permis. Vous voyez? Tout ça a été fait, vous dites, pour... Parce que, en fait, je pense, il y a une analyse, dans un chapitre qui s'appelle La bande de Washington. Moi, j'ai pas lu que Poutine et Lavrov. Oui. J'ai lu aussi les géopoliticiens américains. Et ce qui est frappant, c'est la médiocrité de leur production intellectuelle maintenant. Et j'étudie en détail le fonctionnement du milieu géopolitique américain à Washington. Et ce qui est clair, c'est il faut abandonner l'hypothèse que la politique extérieure américaine est rationnelle et raisonnable. Il faut comprendre que dans le nihilisme américain, il y a, indépendamment de l'intérêt des États-Unis, indépendamment de la volonté des Américains, qu'on pourrait dire rationnelle, par exemple, de maintenir la séparation entre l'Allemagne et la Russie, il y a aussi une pulsion nihiliste de préférence pour la violence et pour la guerre. Partout où ils sont, les Américains encouragent la guerre et nous devons d'urgence cesser de penser la politique de la première puissance mondiale comme rationnelle et raisonnable. En fait, la conclusion du livre est bizarre pour un livre de prospective. Je dis, comme on ne peut pas prévoir les réactions américaines, tout est possible. Vous admettez pour un prospectiviste terminé par tout est possible. Et ce qui est passé à Gaza, c'est ça vous dites au fond? Et à Gaza, on a eu la preuve, préférence immédiate pour la violence. Immédiate. C'est-à-dire, au fond, le soutien à Israël? Oui, mais les gens pensent que c'est le soutien à Israël. Mais moi, je pense qu'à un niveau... Mais les Américains se contrefichent d'Israël. Ils n'ont pas du tout d'idée de la réalité de la société israélienne. Ils ne voient pas du tout qu'en Israël, il y a 1 million de citoyens israéliens qui sont en fait d'origine russe. Ils ne voient pas qu'en Russie, il y a 100 000 citoyens israéliens, qu'il y a des liens humains entre la Russie. Ils se contrefichent de la réalité humaine d'Israël. Mais ce qu'il y a chez les États-Unis, c'est, je pense, une préférence pour la guerre. Oui, mais alors ça va mener à quoi? Ça, au fond, vous dites, la perspective, c'est quoi? C'est qu'au fond, le conflit va s'éterniser. Là, ça dépend de nous. Le problème, si vous voulez, si vous faites de la géopolitique mondiale, est-ce que vous pouvez raisonnablement arriver à la conclusion que c'est les plus petits États, quelle que soit la complexité de leurs problèmes, qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est l'Ukraine qui décide de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est Israël et Gaza qui décident de l'avenir de l'humanité? Est-ce que c'est même la Russie qui décide de l'avenir de l'humanité avec sa population de seulement 145 millions d'habitants et qui décline? Non, c'est l'Amérique qui est au-dessus de 330 millions d'habitants. Elle dépend pour son approvisionnement d'un commerce extérieur complètement déséquilibré, et elle est complètement agitée. Et je dis que maintenant, ce sur quoi il faut réfléchir de toute urgence en Occident,
parce que c'est ça notre défaite, c'est le déclin de l'Amérique. Et je le dis très clairement dans le livre, notre problème, dans notre perception de l'Amérique, c'est qu'au fond, on aime l'Amérique. On est né avec... Moi, la famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. L'Amérique a sauvé ma famille. Et c'est pour ça que je mets au centre de l'analyse des États-Unis cette notion de nihilisme. Nous devons, de toute urgence, pour voir le monde tel qu'il est et penser notre politique extérieure, la première chose à faire, ce n'est pas du tout de s'exciter sur la Russie, je dirais, ça n'est même pas de prendre sans réfléchir des mesures concernant l'Ukraine, c'est de progresser le plus vite possible vers une vision correcte de la réalité des États-Unis. Mais on peut. Oui. Et, si vous voulez, il suffirait de remplacer, vous voyez, partout des couvertures de journaux, la menace Trump, la menace Trump, la menace Trump. Mais Trump, c'est l'Amérique. Pourquoi les gens ne titreraient pas la menace américaine, simplement? La menace américaine. Et de voir simplement Trump comme un symptôme parmi d'autres, et Biden comme un autre symptôme, parce que ce qui est tout à fait déséquilibré dans ces analyses, c'est qu'on pose tout à fait... Après d'hésitation, je suis d'accord, Trump est une menace, il n'y a pas de problème. Mais les démocrates aussi sont une menace. On nous dit Trump ment tout le temps. Mais les démocrates aussi mentent tout le temps. Le Parti démocrate est totalement corrompu, il n'a absolument rien à envier aux républicains. C'est ça notre priorité. Oui. Mais vous pourriez voir aussi des unes de magazines, et on en voit, la menace de Poutine. Mais non. Est-ce que pour autant on peut voir que Poutine serait une force de paix? Parce qu'à un moment donné, Poutine a voulu dire qu'il était une force de paix. Vous dites à cause des Américains, Poutine n'est apparu, notamment au Proche-Orient. De toute façon, oui, tout à fait. Mais je ne dis pas ça pour des raisons. Je suis démographe. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'Institut national d'études démographiques. Donc j'ai une grande attention aux masses physiques, au potentiel des populations. Et les populations déclinantes, et qui risquent de décliner très vite dans leurs classes d'âge les plus jeunes, comme la population russe, ne peuvent pas être impérialistes, tout comme la population japonaise décroît, tout comme la population chinoise décroît, tout comme la population allemande est très menacée, qu'on pense par l'immigration. Donc la menace, c'est l'impérialisme américain? C'est même pas l'impérialisme, parce qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Amérique était repassée en mode défensif. Le problème, c'est les déséquilibres internes de la société américaine. La Russie n'a pas les mains. Je peux dire des choses très brutales, pas cruelles, mais brutales. Je veux dire, la théorie, je dirais, militaire russe a changé au troisième millénaire. La vision post-stalinienne de la Russie était un pays dont la population croissait très vite, et qui était prête à sacrifier des hommes. C'est ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, elle nous a sauvés en faisant ça, bien que ça ait été le stalinisme. Et donc, dans ce contexte qui s'accompagnait d'une supériorité absolue en moyens, en tanks, matériel militaire et autres, la doctrine stratégique russe, soviétique à l'époque, excluait des usages, un premier usage de la force nucléaire. Maintenant, la doctrine militaire russe a changé. Ils disent, si on regarde les masses démographiques et militaires, on est tout à fait inférieur à l'OTAN. Il est une agression ou une attaque de l'Ouest par la Russie est tout à fait exclue. La doctrine militaire russe, elle est purement défensive. Mais ils disent, et j'espère, Bruno Le Maire s'est trompé sur l'effet que SWIFT, le décrochage de SWIFT pourrait avoir sur les banques russes, mais j'espère que nos gouvernants sont au courant ou à jour sur la doctrine militaire russe actuelle. La doctrine militaire russe actuelle dit que, compte tenu de la supériorité en masse d'hommes, de démographie, etc., des pays de l'OTAN, si le territoire, si la nation et l'État russe sont menacés, nous nous autorisons à des premières frappes nucléaires tactiques. Voilà. Donc en fait, quand on est confronté à une doctrine qui est en fait d'une telle clarté et qui est tellement évidemment défensive, je veux dire, toutes ces visions d'une Russie
qui veut envahir l'Europe. Mais je veux dire, on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données. Je veux dire, qui compulsent un peu les statistiques démographiques mondiales, qui regardent l'évolution de la population russe. Je veux dire, pour dire que la Russie va envahir le monde, il faut être, je sais pas, dérangé. Merci. Emmanuel Todd a été notre invité aujourd'hui et c'est absolument fascinant. Ça s'appelle La défaite de l'Occident. C'est publié chez Gallimard, votre nouveau livre qui fait couler beaucoup d'encre. Merci d'être venu librement sur ce plateau. Emmanuel Todd. Emmanuel Todd propose une lecture du monde qui interroge. Ses analyses, elles s'appuient sur des données, des tendances historiques et une vision globale. Qu'on les partage ou non, elles méritent d'être entendues. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, n'hésitez pas à la partager autour de vous. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de comprendre. Abonnez-vous à Instant T pour des contenus qui explorent les faits, posent les questions essentielles et donnent à chacun les clés pour se forger sa propre opinion.